Lui, c'est celui qui est considéré comme le meilleur développeur au monde. C'est carrément lui qui a inventé le genre des FPS, les jeux en ligne, les jeux en 3 dimensions. C'est même un des pionniers de la réalité virtuelle. Il a même monté sa propre entreprise d'aérospatiale et travaille même maintenant sur repousser les frontières de l'intelligence artificielle. Ce crack s'appelle John Carmack et il a carrément commencé à coder dès l'âge de 10 ans. À l'époque, il a commencé avec le langage basique et en fait, dès qu'il a commencé à utiliser un ordinateur et qu'il a compris que en modifiant les programmes, il pouvait lui-même modifier des jeux, mais créer ses propres jeux, il est tombé amoureux directement de la programmation et il était obsédé par ça. Il pensait plus qu'à ça. Et comme à l'époque, on n'avait pas forcément accès à un ordinateur facilement, il a regardé comment faire de la thermite, un petit mélange chimique qui brûle extrêmement fort, pour pouvoir faire fondre les fenêtres d'une école sans activer les alarmes, pour pouvoir aller voler un Apple II de l'époque qui était l'ordinateur du moment. Manque de peau, comme il a ramené avec lui un pote geek qui a ouvert la fenêtre et déclenché l'alarme, il s'est fait choper. Et donc il continue ses études, mais lui l'école, franchement, il s'en fout. Il continue malgré tout. Au bout d'un moment, sa mère le force même à aller à l'université parce que malgré tout, il a des super bonnes notes et donc il finit par aller à l'université. Mais il voit que ce qu'il apprend, c'est vraiment super théorique. En plus, lui, il a déjà beaucoup d'expérience en programmation, donc en fait, c'est nul pour lui. C'est tellement insupportable qu'au bout de 2 mois, il se casse et il se dit de toute façon, je m'en fous, je vais coder mes propres jeux et puis je vivrai comme ça. Et donc, c'est comme ça qu'à l'âge de 19 ans, il vend son premier jeu, mais c'est pas super rentable de faire des jeux à l'époque parce que le marché est très petit. Et donc en fait, il vend ses jeux vidéo à des magazines, à des éditeurs qui eux vont après les redistribuer. Sauf que c'est tellement pas rentable qu'il a même du mal à payer son loyer, c'est vraiment la galère. Et donc c'est tellement la galère qu'au bout d'un moment, il y a une des entreprises qui lui achète des jeux qui lui propose de l'embaucher. Parce qu'il se rend compte que, attends, c'est qui ce petit de 19 ans? Le mec, c'est un méga crack, il nous envoie des jeux tous les mois, alors que le mec, il est dans sa chambre, il connaît rien, il a même pas été à l'école, tu vois. Et donc lui, il se retrouve dans cette entreprise. Au départ, il est pas super chaud parce qu'il aimait bien être tranquille, pouvoir se réveiller à 14h et coder ce jeu toute la nuit. Sauf que bon, un salaire, c'est quand même bien. Et puis surtout, quand il arrive là-bas, il se rend compte qu'il y a des développeurs, des vrais développeurs qui ont une vraie expérience, qui sont meilleurs que lui. Et ça, jusqu'à présent, il avait jamais vu personne encore qui était meilleur que lui en programmation. Et en particulier, un de ses collègues qui s'appelle John Romero, qui est un mec un peu bizarre comme lui et qui kiffe coder des jeux vidéo, c'est vraiment toute sa vie. Donc il est dans cette entreprise-là et il doit enchaîner parce que l'entreprise, en fait, ils vendent une espèce d'abonnement où tous les mois, t'as des nouveaux jeux. Donc il faut que tous les mois, ils sortent des jeux. Donc c'est vraiment intensif. Il va travailler sur des dizaines et des dizaines de jeux différents, de plein de styles différents. Et c'est à ce moment-là qu'il va vraiment pouvoir level up et que ses collègues vont pouvoir un peu le tirer vers le haut parce que malgré qu'il soit super fort, tout seul, il y a des techniques, il y a des méthodes qu'il peut juste pas deviner tout seul. Et au bout d'un moment, il en a marre d'enchaîner les jeux un peu sans saveur. C'est juste des petits jeux comme ça qu'ils font en un mois, qui sont pas très challengeants techniquement, qui sont pas très différents, c'est souvent des suites, des choses comme ça. Donc il va comploter avec ses 2 collègues, Romero et un autre qui s'appelle aussi Adrien Carmack, même s'il n'y a aucun rapport de parenté entre les deux. Ils vont se dire, viens, on quitte cette entreprise, on va faire nos propres jeux, on va développer nos propres technologies, parce que là, cette entreprise, eux, de toute façon, ils comprennent rien, ils veulent juste enchaîner les jeux pourris. Et donc ils partent et ils fondent id Software. Et là, à ce moment-là, John, lui, le seul truc qui l'intéresse, c'est vraiment faire en sorte de rendre l'impossible possible. Et à l'époque, les jeux, ils sont pas vraiment très dynamiques, ils sont souvent en 2 dimensions, vus d'au-dessus, et donc c'est pas super immersif. Mais il se souvient d'à l'époque un jeu qui l'a traumatisé, qui était un des tout premiers jeux en 3 dimensions, mais vraiment attention, 3 dimensions en genre 2 FPS, juste en fil de fer où tu vois tout à travers le reste. C'est ça l'état de la 3D à l'époque. T'as aussi les premiers simulateurs de vol qui sont tout aussi moches, éclatés, vraiment en noir et blanc. C'est de la 3D mais c'est vraiment nul, quoi. Et en gros c'est pas nul pour rien, c'est parce que les ordinateurs de l'époque, ils ont pas la patate pour pouvoir dessiner autant de triangles et de textures sur l'écran. Ça demande juste trop de puissance. Et donc c'est là où il se rend compte que, mais quelque part, on a un petit peu le savoir technologique pour pouvoir faire de la 3D, on sait comment le faire, comment le coder, mais c'est juste que le matériel suit pas, quoi. Donc comment faire en sorte de pouvoir optimiser ça pour pouvoir que on ait quelque chose qui tourne en temps réel. Mais justement, en parlant d'optimisation, est-ce que t'en as marre de frôler la crise cardiaque à chaque fois que tu reçois ta facture de cloud Azure, AWS ou GCP? Si c'est le cas, je te conseille de regarder Cast AI. C'est un outil qui te permet gratuitement de te donner la meilleure combinaison de machines possible pour pouvoir payer le moins cher possible en gardant les mêmes perfs. Deuxièmement, ça te permet de monitorer les coûts. Parce que dans Kubernetes,
Kubernetes, souvent c'est galère de savoir quelle équipe ou quel projet consomme combien de ressources dans ton cluster. Et troisièmement, ça permet automatiquement de trouver les failles de sécurité dans les applications que tu fais tourner dans ton cluster. Et si tu veux aller plus loin, il y a une fonction de rebalancing automatique qui va te permettre de toujours économiser le maximum en temps réel. Pour tester ça, c'est juste une seule ligne de commande à lancer et l'agent qui reste en read-only va pouvoir instantanément te donner des conseils d'optimisation des coûts de ton cluster. Et évidemment, tu gardes toujours le contrôle sur ce qui est optimisé avec des règles et des limites comme tu veux. Donc si tu utilises Kubernetes dans le cloud, c'est sûr et certain que Cast.ai va baisser ta facture. Donc regarde le lien dans la description pour pouvoir tester ça gratuitement. Et donc sa méthode à lui, c'est vraiment faire la façon un peu naïve. On va essayer de coder un moteur qui affiche un environnement en 3D et puis on va voir qu'est-ce qui va pas et optimiser petit à petit jusqu'à avoir quelque chose de fonctionnel. Pour rappel, à l'époque, regardez, les meilleurs jeux de 1991, c'est Metroid sur Game Boy, je pense, parce que là c'est en noir et blanc. On a Mega Man, tu vois, c'est en couleur, mais bon, c'est pas non plus un truc de fou. Et on a Zelda, tu vois, un jeu quand même qui vieillit bien. Et soudainement, en 1992, on se retrouve avec ces jeux-là, où on est à la première personne, c'est une première fois, et on a une impression de 3D, parce que c'est pas vraiment de la vraie 3D, et en plus de ça, le jeu, bon, il est un peu provocateur, on est dans un château hanté-nazi avec des robots Hitler. Et donc, comment est-ce que, techniquement, il a fait pour pouvoir sortir ça, alors que c'est sur PC, et qu'à l'époque, les PC, ils n'ont pas de carte graphique, contrairement aux consoles qui sont vraiment faites pour ça, pour afficher des images. Et en fait, la manière dont ça marche, c'est qu'on peut pas calculer tous les polygones, etc. Même les quelques polygones des maps carrées de l'époque, c'est déjà beaucoup trop pour un CPU de l'époque. Et donc, ce que ça fait, c'est que ça va faire une espèce de simulation de la 3D en utilisant une technique qui s'appelle le raycasting. Et donc, ça va envoyer un rayon depuis le joueur. Donc là, le petit point qu'on a ici, c'est le joueur avec son champ de vision. Et dans le champ de vision du personnage, on va mesurer la distance avec le premier mur qu'on rencontre. Et à chaque fois qu'on mesure une distance, si la distance elle est proche, on dessine une grande barre, et si la distance est loin, on dessine une petite barre. Et quand on regarde ici, ça nous donne une impression de 3D, une impression de profondeur. On peut aussi au passage changer la couleur pour le mettre plus sombre au fond, comme ça donne aussi une impression de profondeur. Et donc, quand on fait ça, en fait, ça prend vraiment pas beaucoup de ressources pour pouvoir afficher un monde comme ça en 3D. Et on peut se dire, ouais, mais c'est quand même beaucoup de calculs à faire, mais à l'époque, les écrans, ils font peut-être 200, 300 colonnes de large, donc en fait, ça veut dire qu'on a juste 300 calculs à faire, ce qui pour les CPU de l'époque, qui n'étaient pas fou, 300 calculs, c'est pas un truc de fou, tu vois. Et donc, c'est un calcul qu'on peut faire assez rapidement, largement plus que 30 fois par seconde, pour avoir 30 FPS. Une fois qu'on a ce truc-là, donc là, c'est un petit peu en noir et blanc, c'est un petit peu moche, ce qu'on peut faire, c'est simplement ajouter les textures. Donc en gros, simplement entre guillemets, c'est qu'on va prendre une texture qui est en 2D et on va la déformer pour qu'on ait toujours cette impression de 3D. Donc c'est toujours pas en 3D, c'est juste une déformation d'une texture. Et donc si on regarde ici dans la map, en fait les maps sont en 2D. Et comme ça, on va faire des lignes ici pour chacune des colonnes. Et pour chacune des colonnes, si c'est proche, on fait une grande colonne. Si c'est loin, on fait une petite colonne. Donc ça fait que on peut se déplacer comme ça dans le monde et on a vraiment une impression de 3D. Par exemple, une des limitations du moteur, c'est que on peut pas vraiment avoir de texture sur le plafond et le sol, mais sinon, pour tout ce qui est ici, on peut avoir des portes, on peut avoir des murs qui bougent, etc. Pour te donner une meilleure idée, pour qu'on voit un petit peu mieux, c'est ça qui se passe en gros. Ici, on mesure la distance avec les murs, et plus les murs sont proches, plus on dessine gros. Après, on applique la texture, et voilà, on a le moteur de Wolfenstein 3D. Ce qui est marrant, c'est qu'en général, quand on met 3D dans le nom, c'est que c'est pas vraiment de la 3D, tu vois. Et en fait, on a cette impression de 3D là, mais c'est vraiment un jeu en 2D, techniquement, Wolfenstein, parce que même les ennemis et les armes et les munitions qu'on ramasse par terre, tout ça, c'est juste des images en 2D, et on fait simplement les grossir ou les rapetissir en fonction de leur distance. Tu vois là, les mecs qui sont loin, donc ils sont petits, et puis quand ils se rapprochent, ils vont grossir. Et donc c'est à 21 ans qu'il finit par terminer ce moteur graphique et qui sort Wolfenstein 3D. Et donc là c'est une énorme révolution parce que c'est un des premiers FPS, jeux à la première personne, c'est un des premiers jeux à utiliser ce système de 3D, c'est un des premiers jeux à avoir des textures qui se déforment en fonction de la forme des murs, etc. Et surtout, le jeu choque énormément, c'est vraiment super gore, super hardcore, et ça combiné à l'exploit technologique et l'effet d'immersion, etc., c'est un succès de fou. Le jeu génère plus de 120 000 $ par mois, et donc nos trois petits potes, ils commencent à être riches. Sauf que John, lui, l'argent, il s'en fout. Ce qui l'intéresse, lui, c'est manger de la pizza et coder. Et donc, il renchaîne directement sur son prochain projet. Et comme d'habitude, chez id Software, on va taffer à fond sur la technologie, sur le moteur du jeu, et une fois que c'est prêt, on trouve quelque chose à faire avec. Donc pendant que son équipe continue à rajouter des niveaux, essayer de continuer à vendre Wolfenstein, John, lui, il essaie encore une fois de repousser les frontières du possible, et il se dit, bon là, on va essayer
d'aller encore un petit peu plus loin dans la 3D. Parce que jusqu'à présent, oui, il y avait un effet 3D, si tu veux, dans Wolfenstein, mais c'est pas vraiment de la 3D, hein. C'est vraiment une espèce de 2D et demi, donc on peut vraiment mieux faire. Surtout à ce moment-là, bon, les ordinateurs, ils ont commencé à évoluer un petit peu, avoir des processeurs un petit peu plus puissants. Et même si on n'a toujours pas de carte graphique à cette époque-là dans les PC, ça ouvre quand même un petit peu des nouvelles possibilités. Et ce nouveau moteur, c'est le moteur de Doom. Et avec Doom, c'est fini les murs et les plafonds de la même couleur, les couloirs vraiment tout droit avec que des angles à 90 degrés. On peut faire des salles aussi compliquées et aussi grandes qu'on veut. Il y en a aussi des effets de lumière qui sont beaucoup plus réalistes. Et on a même à l'époque un mode LAN où tu peux jouer contre d'autres joueurs en réseau local, ce qui est encore une fois inédit pour l'époque. Là maintenant dans le moteur de Doom, c'est un petit peu un mix entre de la fausse 3D et de la vraie 3D. Dans le sens où on va utiliser à la fois les techniques de raycasting qu'on avait utilisées dans Wolfenstein, mais on va aussi utiliser des techniques de vrais moteurs 3D pour pouvoir calculer et afficher le moins de polygones possible, qu'on ait plus de possibilités dans les maps, qu'on puisse faire exactement les maps qu'on veut, ajouter de la verticalité, etc. Et donc voilà ce que ça donne ici, là, quand on est dans Doom. Tu vois, par exemple, on a des petits escaliers. Et donc quand on va à gauche ici, on a encore des escaliers. Donc on a une impression de verticalité, ce qu'on n'avait pas avant, et ce qu'on pouvait jamais avoir dans une map en 2D dans Wolfenstein. Tu vois la petite plateforme ici, qui est en 3D, et on a des formes de niveaux qui sont complètement libres, tu vois, enfin complètement, qui sont beaucoup plus libres que ce qu'on avait, du moins, dans Wolfenstein. Et comment est-ce qu'on fait ça? Probablement, il va falloir calculer le moins de surface possible, parce que là, on voit par exemple, on a toute la map qui est affichée ici, et on n'a pas besoin de calculer toute la map, on a besoin de calculer juste ce qui est dans le champ de vision du personnage. Donc on va avoir une première technique qui va calculer 90 degrés en face du personnage, quels sont les murs que je vais pouvoir voir, et tous les autres, déjà, on les calcule pas. Donc là, on voit déjà que même, tu vois, si je bouge ici, là, on calcule que ce qu'il y a devant, et puis dès qu'il y a des murs qui passent derrière, on les voit plus. Une deuxième chose qui va nous sauver beaucoup de performance, c'est aussi toutes les surfaces qu'on va voir. On va calculer juste la face qui est devant nous, pas forcément celle qui est derrière. Et donc pour te donner un exemple ici, si je vais en dehors de la map ici carrément, tu vois que le morceau ici, il n'est pas calculé, parce qu'il n'y a que quand je suis à l'intérieur que je peux voir ces surfaces-là. Quand je suis à l'extérieur, ces surfaces, elles n'existent même pas. Et donc quand on va dans le jeu ici, et qu'on sort dans le jeu normal, on peut pas le faire, mais ici, comme c'est un espèce de port, on peut le faire. Tu vois la porte ici, hop, je passe à travers la porte, et si je me retourne, je vois quand même l'intérieur de la map. C'est un petit peu buggé, mais je vois quand même. Pareil, si par exemple j'arrive, et que là je sors ici, je me mets comme ça, et je continue à voir, alors que je suis sorti, je suis dehors, tu vois, techniquement. Alors que là, les faces d'ici, on peut les voir, parce qu'en fait, elles sont visibles à certains moments. Quand je monte ici, tu vois, j'ai besoin de voir dehors un petit peu, et je vois les faces de ce côté-là, quoi. Donc c'est la deuxième méthode. Une troisième méthode, et c'est ça vraiment le chef-d'œuvre, le génie de John Carmack, ça s'appelle les BSP, pour Binary Space Partitioning. Ce que ça va faire, c'est que ça va prendre la map, comme on voit ici, et ça va la couper en deux. Et ça va prendre un des deux morceaux, et ça va le recouper en deux. Et ça va prendre un des deux morceaux, et le recouper en deux. Et tout ça, jusqu'à ce qu'on ait des tout petits morceaux, et que ça soit beaucoup plus facile et beaucoup plus performant de pouvoir trouver où est le personnage dans la map. Et ensuite, on peut calculer à l'avance pour chacun des morceaux, chacune des partitions de la map, quelles sont les autres partitions qui sont potentiellement visibles depuis ce morceau-là. Ce qui fait que l'ordinateur de la personne qui est en train de jouer, il peut directement savoir quelle partition ignorer et quelle partition garder. Et donc, ça donne ce qu'on voit ici, où tu vois là tous les petits morceaux de map, les petites partitions de la map qui sont précalculées. Et pour chacune des faces qu'on voit, on va utiliser la même méthode de raycasting pour chacun des morceaux de la map qu'on voit ici qui sont visibles. Donc là, les traits qu'on voit sur le sol, c'est les traits du BSP, des différentes partitions, et les murs, tu vois, c'est les murs qui sont visibles. Dans cette vision-là, c'est cool parce qu'en gros, on sort un petit peu de la vision à la première personne, et donc on voit la vision de la caméra, et donc à la fois on voit que, tu vois, sur les côtés ici, les surfaces ne sont pas calculées parce qu'elles sont pas dans le champ de vision, et on voit aussi que la map, elle est très grande, tu vois, il y a des trucs qui sont derrière, et c'est pas calculé non plus parce qu'on sait que ces murs-là font en sorte que ça sera impossible de voir les morceaux de la map qui sont derrière, et donc ça sauve énormément de ressources, et ça fait que, tu vois, on a que quelques polygones, là, je sais pas, il y en a peut-être une vingtaine, une trentaine qu'on doit calculer, au lieu de calculer les centaines de milliers de polygones qu'il y a dans toute la map. Par contre, pourquoi est-ce que je disais que c'était un peu un mix des deux? C'est parce qu'il reste encore des petits artefacts qui font que c'est quand même pas 100% 3D. Par exemple, tu vois ici, on voit ce monstre qui est en l'air. Comme la map, elle est toujours en 2D, elle permet juste de dire où est le plafond et où est le sol en gros, mais on peut pas vraiment regarder en l'air. On n'avait pas de la gestion de la souris à l'époque, tu jouais vraiment au clavier. On était en 1993. Et une fois qu'on a fait ça, il nous suffit de juste rajouter la barre qu'on voit en bas pour pouvoir donner les infos, la vie, etc. De rajouter une image animée au milieu pour pouvoir voir l'arme qu'on tient, et de pouvoir ajouter des images pareilles animées, mais toujours aussi en 2D, de tous les ennemis, les boîtes, les armes qui traînent
par terre, tous les objets de la map en gros. Ce qui fait qu'on est toujours un petit peu dans cette espèce de mix 2D mais 3D mais quand même un peu 2D où on a quand même beaucoup de limitations, même si ça fait quand même une énorme différence par rapport à Wolfenstein. Et donc évidemment c'est un carton encore 10 fois plus gros que Wolfenstein parce qu'à ce moment-là maintenant le marché des jeux vidéo il a commencé à se développer, c'est vraiment l'explosion à ce moment-là. Doom, l'ultime carnage sur Super Nintendo. Le premier jeu qui nettoie tout, du sol au plafond. Et notre jeune John, qui a tout juste 23 ans à l'époque, hein, donc il a déjà un bon bagage, là, il commence à ramasser des millions et des millions parce que Doom, c'est vraiment, ça explose tout. Tout le monde veut jouer à Doom, tout le monde est obsédé par Doom, à tel point que Doom est installé sur plus d'ordinateurs que d'ordinateurs qui ont Windows. Donc c'est vraiment pour te dire que tout le monde a Doom sur son ordi. C'est vraiment un phénomène international. These games are getting really realistic. Et encore une fois, au lieu de profiter de la gloire, de l'argent, etc., notre ami John, qu'est-ce qu'il fait? Il va se réenfermer encore une fois pour nous préparer une masterclass. Sauf que ça y est, maintenant, les ordinateurs, ils commencent à avoir un petit peu plus de puissance. Et John, il a plus d'un tour dans son sac. Donc maintenant, il veut faire de la vraie 3D. Fini les petites astuces pour que ça ait l'air à peu près 3D, mais qu'en fait, tout n'est pas 3D. Là, on veut que tout soit 100% 3D, qu'il n'y ait plus de limites, qu'on puisse vraiment faire un nouveau type de jeu. Et ce moteur-là, malgré que ça a été difficile, cela a pris plus de 2 ans pour pouvoir vraiment le fignoler, régler tous les problèmes et avoir des performances correctes, même pour les systèmes les moins puissants, il sort le moteur de Quake. Et ce moteur-là, il est 100% 3D. Non seulement les décors sont 100% en 3D, l'environnement, la map, mais aussi tous les ennemis. Donc ça ouvre plein de possibilités. C'est-à-dire que maintenant, on peut enfin regarder librement tout l'environnement, on peut regarder en l'air, etc. Il n'y a plus de limites au niveau du moteur. On enlève aussi toutes les limites au niveau des maps. Ça veut dire que maintenant, on peut enfin avoir des pièces qui sont au-dessus de celles des autres. Donc ça ouvre des nouvelles possibilités en termes de verticalité, de level design. Et surtout, on a enfin une vraie fonctionnalité online, donc plus seulement en local comme dans Doom. Maintenant on peut jouer sur internet 24 heures sur 24 avec n'importe quel adversaire qui sont connectés à ce moment-là. Donc là, c'est vraiment, c'est l'invention du jeu en ligne. Et en plus de ça, le jeu est 10 fois plus beau que Doom. On a des effets de lumière beaucoup plus avancés. Et donc tout ça, ça fait que le jeu est encore plus immersif. Donc là maintenant, dans le moteur de Quake, enfin, tout est en 3D, en vrai 3D. Si je fais une petite commande, je peux voir tous les différents triangles qui fabriquent la scène. Et donc, on voit que non seulement le décor est complètement en 3D, mais même aussi les ennemis, leurs armes, les objets, etc. Un deuxième truc aussi qui est énorme avancé, c'est en termes de lumière. On voit ici que la lumière qui vient de ce mur ici, tu vois, elle clignote, elle descend graduellement. Là, tu as des lumières qui illuminent, une lumière ici, une lumière ici. Et du coup, en dessous de l'escalier, c'est complètement sombre parce qu'il n'y a pas de lumière qui l'illumine. Donc c'est vraiment une lumière réaliste qui prend en compte toutes les différentes sources de lumière, même celles qui bougent, etc. Alors même qu'à la sortie de Quake, les ordis qui le font tourner n'ont pas de carte graphique. Donc ça veut dire que c'est complètement le CPU qui arrive à calculer tout ça. Et pour pouvoir calculer tous ces effets de lumière en temps réel, ça serait vraiment trop de puissance à demander au CPU. Donc en fait, ce qui fait, c'est que les maps, elles sont pré-calculées, pré-compilées. Ou en gros, à l'avance, on va calculer dans une map, en fonction de la position des lumières, qu'est-ce que ça devrait illuminer et à quelle puissance. Et ensuite, on va l'enregistrer, ce qui fait que quand ça tourne sur l'ordinateur tout pourri du petit étudiant qui a juste un processeur avec la D, et en fait, c'est comme si la texture était modifiée avec la lumière qui était déjà incluse. Et donc en fait, on a l'impression que les lumières sont dynamiques, alors qu'en fait, l'illumination de la scène, elle est déjà précalculée à l'avance. Et on a quelques petites lumières dynamiques, comme les torches ou cette lumière ici, où on va pouvoir modifier la texture en fonction de s'il y a de la lumière ou pas, mais globalement, on n'a pas grand-chose à calculer une fois qu'on est sur l'ordi du joueur. Une autre chose aussi, c'est que maintenant, on est en 16 millions de couleurs, alors qu'avant, on avait 256 couleurs, même un petit peu moins, parce qu'ils utilisaient un peu moins de couleurs pour pouvoir justement faire l'ombre, etc. Le gros problème, c'est que il y a beaucoup trop de polygones. Là, tu vois, si tu vois ici, en fait, là, je vois toute la map, il y a vraiment énormément de polygones avec tous les monstres qui sont dedans, etc. Donc, c'est vraiment trop pour un CPU pour pouvoir calculer tout ça. Là, maintenant, on est 20 ans plus tard, donc forcément, les ordi peuvent tout calculer direct, mais à l'époque, c'était mort. Et donc, pour pouvoir faire ça, on va réutiliser l'astuce du BSP, qui est en gros plein de sous-divisions de la map. Et grâce à ce BSP, on va pouvoir savoir
quand on est dans un endroit, quels autres endroits de la map sont potentiellement visibles ou pas. Parce que quand je suis ici, c'est sûr et certain que les endroits qui sont là-bas tout au fond de la map, je les vois pas. Donc ça sert à rien de les calculer. Et donc là, comme je suis en dehors de la map, bah, il me calcule tout pour pouvoir m'afficher. Mais dès que je rentre dans cette partie-là, hop, tu vois que là, tu as tous les 90% de la map qui disparaît. Au lieu d'avoir 10 milliards de triangles, on se retrouve avec juste quelques centaines, ce qui est beaucoup moins. On réutilise toujours l'astuce de calculer que les triangles qui sont devant soi, donc on calcule pas tout ce qui est derrière, donc ça évite aussi énormément de calculs. Et une dernière astuce qui est essentielle pour que ça fonctionne bien sur PC. En gros, le jeu, il va garder une liste des traits verticaux qu'on va avoir dans l'image, et il va calculer pour chacun de ces lignes-là, lesquelles sont devant, lesquelles sont le plus proches du joueur. Ce qui fait que ceux qui sont derrière, eh ben, on n'a pas forcément besoin de les calculer, et ça va éviter de devoir calculer plein de polygones qui sont peut-être proches de soi, mais qui sont cachés par quelque chose d'autre, et donc du coup on aurait besoin de les calculer deux fois entre guillemets. Ce qui fait que là, si on active cette liste-là ici, bah ça nous donne cette image-là entre guillemets, et ça en fait c'est après le résultat de calcul de, dans l'écran qu'on a, qu'est-ce qu'on va devoir calculer. Et avec ça, on sait que par exemple, les polygones qui sont derrière ici, qui forment le couloir qu'il y a juste après, et bah on n'a pas besoin de les prendre en compte, parce que il y a déjà les deux colonnes ici qui le cachent. Donc ça réduit encore plus le nombre de polygones qu'on a besoin de calculer. Et donc cet exemple-là, c'est qu'est-ce qui se passe pour une seule frame, et on fait ça 30 fois par seconde pour avoir 30 FPS. Et c'est grâce à cette technique-là que même à l'époque, même avec des ordis pourris, même en fonctionnant juste sur des CPU qui sont à 30 MHz, et bah on arrive à jouer à Quake à full en 3D à plus que 30 FPS. Et ce qui est intéressant, c'est que id Software, ça va être une des premières entreprises à créer ce modèle où ils vont vendre le moteur. Donc ça veut dire qu'il y a d'autres entreprises qui vont pouvoir utiliser ce moteur pour faire leur propre jeu. C'est un petit peu ce que fait en ce moment Unreal Engine et Unity. Sauf que John, il faisait déjà ça en 1996. Et donc c'est ce moteur-là qu'a licencié Valve pour pouvoir créer le moteur source, pour pouvoir faire Half-Life et puis tous ces modes, Counter-Strike, etc. C'est aussi ce moteur-là qui est utilisé dans les premiers Call of Duty. Donc c'est vraiment grâce à lui qu'on a eu tous ces jeux aujourd'hui. D'ailleurs, la plupart des modes les plus connus de Half-Life, comme Team Fortress, etc., c'était des modes qui existaient déjà pour Quake et qui ont été portés de Quake vers le moteur source de Half-Life. Parce que John était vraiment à fond sur l'open source. Pour lui, il fallait que tout soit open. Le fait de mettre des brevets, de vouloir s'approprier la propriété intellectuelle du code, pour lui, c'était vraiment n'importe quoi. C'était le diable en personne. Donc il fallait que ces jeux soient le plus ouvert possible, le plus facilement modable. Donc il fournissait aussi des outils pour pouvoir modifier les jeux que tu achetais. Et donc évidemment, ça a créé des communautés de folie pour créer des nouvelles maps supplémentaires pour les jeux qui existaient, mais également des nouveaux modes de jeu. Et donc là, on arrive jusqu'en 2008, où là, bon bah John, tu vois, il a continué à enchaîner, hein, il a sorti Doom 2, Quake 2, Quake 3, etc. Il continue, c'est la même recette, il révolutionne à chaque fois le monde des graphismes. Sauf que bon, pour lui, les jeux vidéo, c'est devenu, c'est de l'eau, tu vois. C'est vraiment plus un challenge pour lui. Et lui, comme je t'ai dit, sa direction, ce qui le fascine, c'est repousser les limites du possible. Et qu'est-ce qui est le plus difficile que l'espace, les fusées? C'est vraiment un des trucs les plus chauds. Ça prend des ressources d'un pays entier pour pouvoir envoyer peut-être une ou deux fusées par an. C'est vraiment super chaud. Et donc lui, il se dit, bon bah maintenant, je suis pété de thunes, moi aussi, je peux me lancer dans la conquête spatiale, je peux moi aussi faire ma propre fusée. Et donc, il prend son propre argent et il commence à embaucher quelques experts en aéronautique pour pouvoir faire un atterrisseur lunaire, une espèce de module qui peut décoller et atterrir par lui-même pour pouvoir aller sur la Lune. Et il gagne même le X-Prize, qui est un prix qui est donné aux entreprises qui essaient de développer des technologies pour l'espace. Et donc, en parallèle de son travail chez id Software, à révolutionner le monde du jeu vidéo chaque jour, et bah il se met à révolutionner le monde de l'espace en construisant des fusées, des modules lunaires, etc. Et donc, fast forward encore un petit peu, il finit par sortir Rage, qui est un jeu qui est, pour une fois, n'a pas eu un aussi gros succès que les jeux précédents, mais qui, au niveau technique, avait tenté une nouvelle fois une révolution en utilisant ce qu'ils appelaient des méga textures. Mais malheureusement, bon bah ce jeu il a pas tant bien marché que ça, parce qu'en fait ça a pris beaucoup de temps pour développer cette technologie. Le jeu a pris beaucoup de retard. Il me semble que ça a pris 5 ou 6 ans pour finir le jeu. Et donc du coup, bah quand le jeu sort 6 ans plus tard, c'est plus autant une claque graphique que ça aurait dû être. Mais malgré ça, notre petit John, il se laisse pas abattre. À cette époque-là, en fouillant sur les forums, il se rend compte qu'il y a un petit bidouilleur, un petit malin, qui essaye de faire son propre casque de réalité virtuelle. Cet autre crack, c'est Palmer Luckey. J'ai fait une autre vidéo sur lui pour raconter son histoire. Lui aussi, son histoire, elle est incroyable. Et Palmer Luckey, il venait enfin d'avoir son premier prototype viable de casque de réalité virtuelle qui était
mais à des années-lumière des casques qu'on pouvait acheter dans le commerce et qui coûtaient parfois même des centaines de milliers de dollars. Et lui, le mec, dans son sous-sol, il avait construit ça avec des morceaux de casques à droite à gauche. C'était vraiment une dinguerie. Palmer Luckey, il crée sa propre entreprise qui s'appelle Oculus. Et à ce moment-là, John, comme il a remarqué directement sur les forums, c'est vraiment un des premiers mecs à croire dans cette vision-là, vu que pour lui, c'est vraiment sa passion, ça lui rappelle sa jeunesse, quand il regardait Star Trek et qu'il y avait le holodeck où on pouvait vraiment rentrer dans un monde imaginaire, etc. Pour lui, c'était vraiment, c'est ça son but en gros, c'est qu'on puisse arriver là-dessus. Il pense que c'est possible, mais il veut se rapprocher le plus vite possible du futur. Et donc, pour donner un gros coup de boost à Palmer Luckey et à la réalité virtuelle en général, il va porter son moteur actuel vers l'Oculus pour pouvoir jouer à un des premiers jeux à utiliser un casque de réalité virtuelle. Et il va aller lui-même dans les salons pour aller faire la démo et promouvoir le casque de Palmer Luckey. À tel point qu'au bout d'un moment, il va carrément se barrer de id Software. Il va dire c'est bon, débrouillez-vous. Moi j'ai contribué assez, ça fait déjà 20 ans que je suis là-bas. Je vais aller maintenant à fond dans la réalité virtuelle et il rejoint Oculus qui juste après va se faire racheter par Facebook à grands coups de milliards. Et donc John maintenant il se retrouve employé de Facebook et évidemment il se retrouve dans une super grosse entreprise. C'est pas trop son style, tu vois. Lui il aime bien les petites startups, les petites boîtes où ça va vite, où on peut vraiment travailler, on peut faire des vraies choses, révolutionner vraiment la technologie. Et à Facebook, il se rend compte que c'est trop gros, il peut rien faire. La plupart des projets ils servent à rien, tout le monde est en train de changer de direction tout le temps. Et même s'il a un poste super élevé, il peut pas vraiment avancer à la vitesse qu'il veut et faire quelque chose de concret. Donc, malgré tous ses efforts, au bout de quelques années, il se barre de Facebook. Et là, c'est un petit peu le silence radio. On sait pas du tout ce qu'il fait. Il y a même des gens qui pensent que ça y est, il a pris sa retraite, parce qu'évidemment, le mec maintenant, il a des dizaines, des centaines de millions sous le bras. On peut se dire, pourquoi il va se casser la tête encore à aller taper sur un clavier? Et non, parce que peu de temps après, il annonce en grande pompe que maintenant ce qui l'intéresse, c'est évidemment l'intelligence artificielle. Et que dans l'intelligence artificielle, on a un petit peu le même problème qu'on avait dans les graphismes avant. C'est-à-dire que, si tu veux, on sait à peu près comment faire, on a un petit peu les techniques, le côté mathématique et théorique, on sait comment faire, mais le plus gros frein, le plus gros problème, c'est le matériel. Le matériel d'aujourd'hui, il est juste pas assez puissant pour pouvoir faire les modèles d'intelligence artificielle qu'on voudrait. Et donc même si à la base il connaît rien en intelligence artificielle, en machine learning, il va aller s'enfermer pendant 2 mois pour pouvoir essayer d'apprendre les toutes dernières technologies, vraiment tout l'état de l'art du machine learning, pour pouvoir comprendre exactement comment ça fonctionne, comprendre exactement là où sont les blocages, pour pouvoir essayer de trouver toutes les inefficacités et pouvoir sortir les dernières gouttes de puissance du matériel qu'on a aujourd'hui. Et moi, ce que je trouve intéressant dans l'histoire de John Carmack, c'est qu'en fait, toute sa vie, elle est dirigée par une seule ligne directrice. C'est que lui, il a une vision du futur. Il veut avoir ce qu'on a dans Star Trek, il veut avoir ce qu'on a dans les livres de science-fiction. Et souvent, on a quand même une petite idée théorique de comment faire. C'est juste que on n'a pas encore, si tu veux, la technologie ou le matériel pour pouvoir y arriver. Et lui, toute son énergie, il essaie de la mettre en œuvre pour pouvoir ramener le futur dans le présent, pour pouvoir se rapprocher, quelque chose qui normalement est impossible aujourd'hui. Et avec des petites astuces et puis beaucoup de travail, on peut rapprocher le futur de 1, 2, 3, 4, 5, 10 ans en trouvant les bottlenecks, trouvant les bonnes astuces pour pouvoir optimiser ce qu'on a dans le présent. Si t'aimes les histoires des cracks de l'informatique, je pense que tu vas kiffer l'histoire de Palmer Luckey, qui lui aussi a quitté Oculus et fait maintenant des drones pour l'armée américaine.